Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. Dans les titres de l'actualité de ce 6 juillet, la ligne de crédit du FAFSI dans la Mai passe à 2,5 milliards de francs CFA. Une nouvelle, vous le verrez, accueillie avec joie par les femmes de la région. Et puis nous irons à Boisseau, une ville qui se trouve en ce moment sous les eaux. On ira à la rencontre des habitants qui vivent un véritable calvaire. On parlera aussi de ce drame en Afrique du Sud où une fuite de gaz a occasionné la mort de 17 personnes. Direction à Boisseau, à 116 km d'Abidjan. La ville fait face depuis quelques jours à de grandes inondations. L'eau a envahi les ménages et sépare les quartiers. Des inondations causées principalement par l'ouverture du barrage d'Ayamé et les fortes pluies de la saison. Une situation qui occasionne d'énormes dégâts matériels et met à la rue plusieurs familles. Un reportage signé Nikima Moussa et Eric Kimou. À Boisseau. Depuis quelques jours, le chef-lieu de la région du Sud Comoé est sous les eaux. Dans ce quartier dénommé Sikta, l'eau commence à pénétrer dans les domiciles. Quand je suis revenu du boulot à 18h, j'ai constaté que l'eau était arrivée en bas chez les voisins. Là. Et dans la nuit, l'eau est montée jusqu'à ce niveau-là, vers le pont, le premier pont là. À 2h, quand je suis revenu, l'eau est arrivée à mon portail. Ce matin, grand est le constat, ce que vous constatez aujourd'hui, l'eau a inondé toute la cour. Et là, on est obligé de faire évacuer les enfants. Après nous, les grandes personnes, on va partir après rejoindre les enfants. Plus loin dans la ville, les eaux ont déjà englouti plusieurs ménages. Certains n'ont pas pu résister. C'est hier vers les 23h que nous avons constaté que l'eau a commencé à déborder. Ça rentre dans les maisons. Nous avons essayé de faire sortir les bagages pour aller chez les voisins. Depuis lors, l'eau, ça s'augmente seulement. Ce sont les maisons qui commencent à tomber seulement. Sinon, on ne peut même pas rentrer dans la maison. L'eau ayant avalé les maisons, les habitants se sont réfugiés dans cette école, laissant derrière eux l'essentiel de leurs affaires. Dans la chambre dans laquelle nous on dormait, l'eau sautait du sol. Nous sommes restés assis jusqu'au petit matin. Les sinistrés ont été obligés de quitter les lieux, transportés parfois dans des pirogues. J'avais énormément peur, mais il m'a rassuré de ne pas avoir peur. Ils sont habitués à manier la pinasse. Puisqu'on ne peut rien faire. Là-bas, là, derrière nous, notre cour, là, il y a un cours d'eau déjà qui passe là-bas. Et avec la montée, c'est très rapide. Moi, je suis à l'étage, mais l'eau même est presque arrivée au niveau de l'étage. Sur place, une délégation de l'hygiène publique inquiète des potentiels risques d'épidémie. Il y a une unité mobile qu'on va probablement envoyer pour positionner là, avec une équipe d'infirmiers à bord. Mais quand les eaux vont se retirer, nous allons envisager de venir pour faire la démoustication. Parce qu'en pareille circonstance, ce qu'on craint, c'est qu'on a une épidémie. On peut avoir une épidémie de choléra, des risques de fièvre jaune, de paludisme, de chikungunya et bien d'autres maladies à potentiel épidémique. Donc tout ça, il faut pouvoir le gérer. Le courant d'eau qui ruisselle provient du relâchement d'eau du barrage hydroélectrique d'Ayamé à proximité de la ville. Une action indispensable pour le fonctionnement des installations. Cette année, comme 2018 et 2019, c'est des périodes, c'est des années où on a eu de très gros débits. Donc quand les débits arrivent suffisamment grands, bien sûr, on arrive rapidement à la capacité de rétention du barrage et on est bien obligé de laisser passer le surplus. La situation aujourd'hui, on va dire, elle est sous maîtrise. Le débit qui arrive n'est pas en train d'augmenter. Nous pouvons rassurer les populations que les débits qui arrivent là sont maîtrisés. Au coucher du soleil, c'est une équipe des sapeurs-pompiers civils qui vient au secours des populations encore coincées dans leur maison. C'est juste pour faire le sauvetage et la mise en sécurité des personnes. Puisqu'il y a des personnes qui sont bloquées, comme il y a la montée d'eau, nous allons déployer nos moyens pour pouvoir faire une reconnaissance, pour voir s'il y a des personnes qui sont bloquées encore dans des maisons et faire un point. C'est au moins la 3e fois que la ville d'Aboisseau est confrontée à pareille situation. Et les fortes pluies de la saison ne calment pas la douleur des populations qui appellent à l'aide.
Le PPACI était face aux journalistes ce jeudi à son siège à Cocody. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a démenti l'information selon laquelle il aurait décidé de boycotter les élections locales à venir. Le porte-parole du PPACI a appelé les militants à rester mobilisés pour réagir à ce qu'il a qualifié d'injustice après le rejet de la réclamation du président du parti, absent de la liste électorale. Pierre Dipomélin, Tanguy Conin. Le PPACI s'est prononcé sur l'actualité à sa traditionnelle tribune hebdomadaire. Au nombre des sujets abordés, le démenti formel de l'annonce par des médias sur les réseaux sociaux du retrait du PPACI du jeu électoral après le rejet par la CEI du recours de l'ancien chef d'État, Laurent Gbagbo, qui réclamait sa réinscription sur la liste électorale. Pour le porte-parole du parti, cette rumeur, comme le retrait du président du parti de la liste électorale, participe au plan de démobilisation des militants. Nous n'allons pas nous laisser distraire, parce que c'est de la distraction. Et c'est la même distraction qui continue avec l'affiche, la bande déroulante d'hier. Parce que dans la réalité, il veut passer par tous les moyens pour nous empêcher d'aller aux élections, en pensant que nous allons détourner l'essentiel et ne pas aller aux élections prochaines. Le président a demandé que si ça ne tient qu'à son cas, il faut bien que nous allions aux élections. Parce qu'il sait qu'en le refusant, c'est pour démobiliser nos militants et il ne faut pas que nous tombions dans ce piège. Le PPACI n'entend pas pour autant laisser sans suite ce qu'il qualifie d'injustice à l'encontre de son président. Dans tous les cas de figure, il y a des actions qui seront menées. Le moment et les modalités de ces mises en œuvre là sont à la discrétion de notre parti. Sur ce point, nous voulons demander à nos militants de rester très mobilisés. Des mots d'ordre vont arriver. Oui, il en aura. Dans tous les cas, il y aura des mots d'ordre. À 1 mois et demi des élections municipales et régionales, le parti veut mettre ses militants en ordre de bataille au moment où son leader, qui a perdu ses droits civiques après une condamnation par la justice ivoirienne dans l'affaire de la caisse de la BCEAO, a été retiré de la liste électorale. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, a présidé ce jeudi une journée porte ouverte initiée par le pôle pénal, économique et financier, une initiative qui vise à faire découvrir cet organe judiciaire spécialisé à la population et à certains acteurs du monde du droit. Mardoché Kouassi, Joseph Zécré. Créé en 2020, le pôle pénal économique et financier a été érigé en juridiction spécialisée, autonome de premier degré, en mars 2022. Cette juridiction est présentée comme la réponse ivoirienne à la lutte contre la criminalité économique et financière. C'est donc pour faire découvrir cette solution à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire qu'elle a décidé de s'ouvrir aux usagers. L'amélioration de l'accès au pôle pénal économique et financier commence par la connaissance de cette juridiction. Tel est l'objet de cette journée dite portes ouvertes à laquelle vous avez été tous conviés. Le pôle pénal économique et financier œuvre à l'assainissement de l'environnement économique et financier et conséquemment à l'établissement d'une bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. Quant à ces perspectives, le pôle pénal économique et financier continuera de s'adapter aux évolutions de la criminalité en renforçant son expertise et en développant, grâce à l'appui de nos partenaires techniques, de nouvelles approches investigatrices avec notamment l'appui de notre tutelle et celle de tous nos collaborateurs. Le pôle pénal économique et financier est le fer de lance de la politique criminelle de l'État de Côte d'Ivoire. Une politique conduite par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui a tenu à marquer sa présence à cette journée portes ouvertes pour apporter son soutien à l'équipe du pôle. La création de cette juridiction répond à l'ambition de la Côte d'Ivoire de mener une lutte implacable contre la criminalité économique et financière. Après 3 ans de fonctionnement, nous pouvons être satisfaits des progrès accomplis. Je voudrais vous rassurer, chers collaborateurs, de la détermination du gouvernement à œuvrer au mieux en vue de vous offrir des meilleures conditions de travail. Le garde des Sceaux a visité les locaux de cette structure et leur a remis des véhicules et du matériel informatique pour améliorer les conditions de travail des agents et donc leur efficacité.
Et puis on vous le disait en titre, cette bonne nouvelle pour les femmes de la Mai qui voient le budget initial de 2 milliards mis à leur disposition par le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire augmenté de 500 millions de francs CFA. Une annonce faite à Dzopé où se tenait une cérémonie à laquelle a pris part la première dame Dominique Ouattara, présidente du FAFSI. Thiemé Dandier, Fulgence Kissidou. Esplanade de la Nouvelle Garde à Dzopé, chef-lieu de la Mai, cadre de la Fête des Mères, une initiative de la première dame Dominique Ouattara, accueillie avec ferveur. La pluie se mêle de la partie, pas de quoi émousser la ferveur des femmes du pays acquiées, venues communier avec leur hôte de marque. Au cœur de cette effervescence, la reconnaissance des mamans d'Adzopé, bénéficiaires du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Un financement qui voit restaurer la dignité de plusieurs d'entre elles. De boutique, je suis passée à une supérette. Actuellement, j'ai une supérette à Yakasa à Tobrou. Tout cela a été possible grâce à maman Dominique Ouattara. Il faut dire que j'arrive à prendre soin de mes enfants, à les scolariser, à m'occuper de mes enfants. Elle ne manque de rien à la maison parce que les moyens financiers ne sont plus un souci pour moi. Grâce à maman Dominique Ouattara, je peux subvenir aux besoins de mes enfants en aidant mon mari. Grâce à maman Dominique Ouattara, vraiment je suis une femme épanouie. Quand mes petits frères m'appellent pour un problème, je fais face dignement. Cet impact concret est le taux de remboursement des 97,58% des 2,75 milliards de financement mobilisés pour les femmes de la Mai touche la présidente fondatrice du FAFSI. Aussi, énonce-t-elle, une bonne nouvelle. J'ai décidé de vous encourager à poursuivre dans cette voie en vous octroyant un financement additionnel de 500 millions de francs CFA, ce qui fera passer le montant total du FAFSI pour la région de la Mai à 2,575 milliards de francs CFA. Cette dotation supplémentaire permettra, je l'espère, à de nombreux autres de nos sœurs de démarrer une activité génératrice de revenus. Bien avant, un autre coup de cœur était décliné. Il s'agit cette fois d'un don d'équipements socio-économiques dédiés à leur plein épanouissement, à savoir du matériel roulant médicalisé, de production agricole, de sport, ou encore des équipements de commerce, de coiffure, de couture ainsi que des ordinateurs et des chaises, le tout évalué à 500 millions de nos francs, auquel s'ajoute un autre don en numéraire. Autant de gestes salués par la population à travers élus et cadres. Partout où vous passez, votre lumière éclaire les ténèbres du désespoir pour les transformer en espoir, en vue d'un lendemain meilleur pour les femmes et les enfants de Côte d'Ivoire. Vos actions de bienfaisance sont innombrables et connues de tous. Vous venez de le démontrer aujourd'hui encore à Dzopé. Avec ces nombreux dons que vous apportez, afin d'aider vos sœurs dans toutes leurs activités. L'hôpital mère-enfant de Bingerville, qui est le seul du genre sur le continent et qui fait la fierté de toute l'Afrique, c'est vous. La Fondation Children of Africa, qui par ses multiples actions dans le pays et en Afrique, œuvre pour le bien-être des enfants, c'est vous. La lutte sans relâche contre le travail des enfants, c'est vous. Le combat d'une mère pour tous ses enfants afin de leur permettre d'accéder à l'éducation, à la santé, au bien-être, les consoler, leur redonner espoir, c'est encore vous, Madame la Première Dame. Plusieurs artistes ont ajouté leurs notes et leurs voix à cette journée de communion entre la Première Dame et ses sœurs de la Mai. Et la presse ivoirienne est en deuil. Awa Eoura a rendu son dernier soupir dans la nuit du mercredi au jeudi. Ancienne présentatrice vedette de la télévision ivoirienne, elle souffrait d'une longue maladie qui l'avait cloîtrée et isolée depuis plusieurs années. Le récit de Issa Koné. Ce qu'il est convenu depuis 48 heures d'appeler l'affaire Côte d'Ivoire-Sénégal. Cette voix singulière avait quitté nos écrans depuis des lustres. Awa Tabita Eoura Ouattara est décédée dans la nuit du 5 au 6 juillet suite à une maladie dont elle souffrait depuis quelques années. Présentatrice à la chaîne nationale plus d'une décennie, c'est dans les années 90 qu'elle embrasse les métiers de l'audiovisuel, où elle gravit vite les échelons. Telle une étoile, Awa a ébloui la télévision ivoirienne
de par son talent et sa singularité, dans sa présentation du journal télévisé. Des performances qui lui ont valu de hautes distinctions. Elle a occupé le poste de directrice de la première, avant d'être conseillère en communication de l'ex-président, Laurent Gbagbo. Selon les proches, elle avait été hospitalisée et prise en charge par les services d'urgence après avoir piqué une crise de diabète qui l'a plongée dans le coma. Avec ce décès, c'est une étoile journalistique qui s'éteint. La Côte d'Ivoire perd une icône qui aura fait les beaux jours du journal en Côte d'Ivoire. En Afrique du Sud, 17 personnes, dont 3 enfants, sont mortes dans un bidonville près de Johannesburg après une fuite de gaz dans la nuit de mercredi. 11 personnes sont toujours hospitalisées dans un état inquiétant. Les autorités sud-africaines soupçonnent que le gaz se soit échappé de bouteilles utilisées par des mineurs clandestins. Pierre Dipomela. 17 personnes, dont 3 enfants, sont mortes à la suite d'une fuite de gaz dans un bidonville sud-africain près de Johannesburg qui, selon les services d'urgence, pourrait être lié à des activités minières illégales. Des policiers ont retiré des dizaines de bouteilles de gaz, tandis que des habitants, des responsables locaux et des membres des familles se rassemblaient sur les lieux. Les corps étaient littéralement éparpillés partout. Et je tiens à remercier notre équipe parce qu'elle sait exactement où se trouve chaque corps et elle sait exactement comment ce corps est particulier. La scène était déchirante. Elle était déchirante. J'ai regretté que nous devions passer par cette scène. C'était déchirant. Les enquêtes préliminaires menées indiquent que des activités minières illégales ont lieu ici. Vous auriez pu constater que la police a retiré de nombreuses bouteilles de gaz et qu'elle continue d'enlever des équipements et démanteler des usines de traitement illégales qui se trouvent ici. Nous allons donc poursuivre notre enquête pour déterminer exactement ce qui a pu se passer, aller au fond des choses, et si quelqu'un peut encore être tenu pour responsable de cette affaire, nous allons donc poursuivre notre enquête pour déterminer exactement ce qui a pu se passer, aller au fond des choses, et si quelqu'un peut encore être tenu pour responsable de cette affaire, nous espérons que des mesures pourront être prises à son encontre. Dans mon foyer, mon frère et mon fils, et un autre fils, j'ai perdu 3 personnes hier à 6 heures. Ce matin, je me suis réveillé pour venir ici et voir ce qui s'était passé. J'ai appris que ma sœur était à l'hôpital. Elle a été admise, mais mon beau-frère est décédé. Là maintenant, je reviens. Rongée par un chômage endémique, l'Afrique du Sud compte des milliers de mineurs illégaux surnommés Zamazama, ceux qui essayent et essayent encore, en langue zoulou, vivant souvent dans des bidonvilles. Ils descendent dans des mines abandonnées, souvent plus assez rentables, et tentent d'en tirer ce qu'il reste de métaux précieux, de pierres ou même de charbon. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté en notre compagnie. Demain, vous avez rendez-vous avec Evelyne Débat. Bonne suite de programme sur NCI.